Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à vous, Madame la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, chère Johanna Roland. Bienvenue, cher Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bienvenue, chère Isabelle Autissier. Je suis très heureux de vous accueillir ici au lieu unique pour cette 11e édition des Géopolitiques de Nantes, pour une nouvelle série de débats, de rencontres qui vont explorer les multiples défis auxquels notre monde actuel est confronté. Alors pour nous, au lieu unique, ce moment des géopolitiques correspond au lancement de notre saison. C'est là-dessus qu'on commence, puisque le cycle de nos spectacles, théâtre, danse, musique va commencer d'ici quelques jours, les expositions également. Et j'en profite pour vous inviter à découvrir très prochainement notre exposition « Un monde à guérir » qui va explorer les codes de la représentation des crises humanitaires et des migrations sur une longue histoire du XXe siècle. Et vous voyez donc qu'on est en plein dans le sujet. Et donc au-delà de cette exposition, c'est vraiment toute notre saison qui est traversée par la question des frontières, par la question de l'altérité, des relations avec d'autres cultures, par la question de la diversité des imaginaires, évidemment des transitions environnementales auxquelles nous sommes soumis. Et tout ceci tient sur un principe central, très important pour nous, qui est la nécessité de protéger la libre circulation des sensibilités, des idées, et donc de ceux qui véhiculent cette libre circulation, les artistes, les intellectuels, les chercheuses, chercheurs, toutes celles et ceux qui sont les acteurs de ce mouvement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, de pouvoir accueillir ces personnes provenant du monde entier et d'être ici pour notre public une sorte de fenêtre ouverte sur le monde. Et ce principe-là, il se traduit très concrètement tous les jours dans notre activité par les nombreuses formes que prennent nos actions de coopération culturelle, par la circulation des œuvres, des artistes, par la construction de réseaux de coproduction et de diffusion, par notre implication dans des projets européens, par notre participation à des partenariats internationaux, par exemple ceux qui sont menés au niveau ici de la ville de Nantes, aussi au niveau national, bien évidemment. Tout ça, c'est vraiment notre quotidien. Et c'est pour cette raison que nous avons été, alors quand je dis nous, c'est vraiment, je dirais, un nous qui regroupe une large partie des acteurs du monde culturel au sens large du terme. Nous avons été stupéfaits il y a une quinzaine de jours lorsque, je cite, sur instruction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons reçu instruction de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération avec 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux à le savoir probablement, notre réaction a été forte car c'est précisément à ce moment-là, quand les régimes politiques se retournent, quand la diplomatie échoue, quand la politique internationale semble faillir, que les liens culturels, artistiques, intellectuels doivent être maintenus envers et contre tout, et même lorsque les conditions de sécurité sont sérieusement dégradées, comme c'est le cas ici suite à une série de coups d'État. Car on sait que lorsque ces liens-là sont coupés, eh bien, les autres ont de bonnes chances de l'être également. Alors, je ne vais pas revenir sur les péripéties de cette histoire. Suite au courrier initial, la ministre de la Culture a fortement nuancé et clarifié le message, et c'est une bonne nouvelle, même si toutes les questions ne sont pas résolues. Mais je vous parle de ça parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus significatif qui se joue dans cet épisode-là. D'abord parce que nous avons été les témoins d'une intervention au niveau de l'État dans la programmation des lieux et des projets artistiques, d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps en France. Et donc ça, c'était une source d'inquiétude légitime et je dirais peu surprenante. Alors peut-être qu'il y a un deuxième point qui est un peu moins évident, c'est que pour beaucoup d'acteurs culturels, il y a un tournant qui est en train de se produire depuis quelques années et qui porte sur le rôle de nos institutions, des institutions culturelles en général, par rapport à la question postcoloniale. Et à cet égard, alors c'est difficile de localiser dans le temps quand ce tournant a commencé, mais il y a certainement un document qui a joué et qui continue de jouer un rôle important. C'est le rapport qui a été rendu en 2020 par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy sur la question de la spoliation des biens culturels africains.
et sur ce que ces deux auteurs ont appelé, dans le titre même du rapport, une nouvelle éthique relationnelle de la France et des pays occidentaux en général avec les pays autrefois colonisés. Alors ce rapport-là, ça a été un signal très important pour le monde culturel qui, je crois, a vraiment déclenché quelque chose dans notre manière d'aborder la question de nos relations avec nos partenaires internationaux et en particulier avec ceux des pays dits du Sud. Et le signal qui a été envoyé, c'est que nous, les acteurs culturels, nous allions essayer de sortir des rapports souvent dominants, inégaux, qui pouvaient être mis en place dans le cadre de nos actions de coopération culturelle. Alors, je suis loin de penser qu'un équilibre parfait aurait été trouvé en la matière, mais en tout cas, je crois qu'on peut dire que la question se pose aujourd'hui de manière tout à fait nouvelle, et je constate qu'elle est vraiment présente dans notre activité. Pour vous donner un exemple, on était récemment en Suède avec un certain nombre de partenaires culturels nantais, et dans des relations bilatérales avec d'autres acteurs culturels d'un pays européen, eh bien cette question de la relation avec les pays du Sud est vraiment au premier plan. Donc c'est dire à quel point les choses ont évolué depuis quelques années. Il y a énormément d'exemples qu'on pourrait citer dans tous les lieux, évidemment, de Nantes et de la métropole. Ici, on a eu une grande exposition qui s'appelait « Université des futurs africains » sous le commissariat d'Oulimata Gueye. Récemment, on a créé à l'initiative de Nantes Métropole, une chaire artistique à l'intention des artistes venant des pays du Sud avec l'Institut d'études avancées de Nantes et les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous marque, je dirais, de manière forte. Et ce que je vois là, et ce que je voulais partager avec vous, c'était cette nouvelle manière de se poser cette question postcoloniale aujourd'hui et de l'envisager comme un sujet qui est devenu structurant pour nous. Et donc, on comprend bien qu'avec cet ordre très soudain de couper les ponts avec ces trois pays du Sahel, c'était quelque chose qui allait nous faire réagir fortement. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour lancer ces journées, pour vous dire aussi que nous, acteurs culturels en général, nous sommes partie prenante dans les relations internationales de manière importante. Nous avons aussi tout à voir avec la géopolitique et donc c'est d'autant plus logique pour moi que ces géopolitiques ouvrent notre saison. Alors je nous souhaite de faire circuler les idées en toute liberté pour cette édition 2023 des géopolitiques de Nantes. Et je passe maintenant la parole à Madame la maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland. Merci. Madame Isabelle Autissier, soyez la bienvenue à Nantes. Un immense merci d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur de cette édition 2023, la 11e de nos géopolitiques. Monsieur le directeur de l'IRIS, cher Pascal, vous êtes ici, tu es ici chez toi, ce n'est même plus nécessaire de le rappeler. Monsieur le directeur du lieu unique, cher Élie Comines, ce sont vos 3e géopolitiques. Je ne le vois plus avec la lumière. Ah. Ce sont vos 3e géopolitiques. Je sais désormais que vous êtes, comme nous tous, attachés à cet événement majeur. Il suffit de voir comment, comme chaque année, cette salle est pleine et archi-pleine pour dire qu'elle est, au fil des années, devenue un rendez-vous auquel les habitantes et les habitants de la ville, de la métropole, sont profondément attachés. Mesdames, Messieurs, chers amis, pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, emportés sur la même planète, équipage d'un même navire. Je me permets d'ouvrir mon propos par ces mots d'Antoine Saint-Exupéry, dans La Terre des Hommes. Tant à mes yeux, ils disent les défis auxquels nous devons collectivement faire face aujourd'hui. Mes premiers mots cet après-midi iront à nos amis marocains. Comme vous le savez, le séisme qui a frappé le sud de Marrakech vendredi 8 septembre a fait près de 3000 morts et plus de 5600 blessés. La solidarité s'est organisée, et s'est notamment organisée ici, au lieu unique, puisque mardi, à l'initiative du musicien nantais François Ripoche, avec le soutien naturellement de la ville et du département, s'est tenue une soirée de concert dont les bénéfices ont été reversés au Secours populaire pour le Maroc
Merci pour cela aussi, chère Élie Comins. J'ai tenu évidemment à ce que la ville de Nantes prenne aussi sa part dans cet effort et je proposerai au conseil municipal d'adopter une délibération prévoyant une aide d'urgence pour le Maroc dès notre séance du 13 octobre prochain. Je pense aussi bien sûr aux inondations survenues quelques jours plus tard en Libye, dans la ville de Derna, qui ont fait plus de 3800 victimes et des milliers de disparus. Là encore, la solidarité doit s'organiser. Je n'oublie pas non plus que notre monde est touché par d'autres désordres. Cela fait aujourd'hui près d'1 an et 7 mois que la guerre est de retour sur le continent européen. Une guerre qui nous rappelle combien la paix et la démocratie peuvent sans cesse être menacées, combien une Europe forte et juste doit être notre horizon. Là encore, Nantes, notre ville, s'est mobilisée à sa mesure en apportant dans la durée son soutien au peuple ukrainien et continuera à le faire. Cette guerre, si elle a tendance à mobiliser l'attention internationale, ne doit pas non plus nous faire oublier que les conflits sont encore très et trop nombreux dans le monde. Je pense avec force aux milliers de réfugiés en provenance du Haut-Karabakh qui ne cessent d'affluer en Arménie depuis que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de l'enclave. Il faut regarder cette situation bien en face. Le gouvernement azerbaïdjanais a choisi la stratégie de la terreur. Un risque génocidaire existe. La France et l'Union européenne doivent prendre leurs responsabilités. Je pense encore, et pour finir sur ce point, aux coups d'État qui se multiplient depuis 3 ans en Afrique subsaharienne. Certes, tous n'ont pas la même nature, et il serait erroné de généraliser leurs effets. On peut néanmoins raisonnablement craindre l'instabilité qu'ils provoquent pour les populations. Alors je ne serai pas plus longue, mesdames, messieurs, sur ces grands enjeux géopolitiques qui sont largement analysés, qui seront largement commentés aussi, discutés durant ces 2 jours des géopolitiques. Je sais pouvoir compter sur la qualité des intervenants et des échanges qui seront conduits, et je veux à nouveau vous en remercier les uns et les autres. Je veux vous en remercier parce que nous mesurons à Nantes la chance que nous avons d'accueillir ce rendez-vous tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel car il combine une forte exigence culturelle et scientifique, c'est absolument nécessaire, et le souci que nos tables rondes soient accessibles au plus grand nombre. C'est cette ambition extrêmement noble d'une connaissance partagée qui caractérise les géopolitiques, et j'avais à cœur cet après-midi de le souligner. Oui, les géopolitiques, c'est une démarche intellectuelle à la fois rigoureuse et humaniste. L'un n'empêche pas l'autre, jamais, bien au contraire, qui ne pouvait que trouver sa place dans notre métropole nantaise. Une démarche comme un rempart pour protéger nos démocraties qui ont besoin d'y voir clair sur les enjeux du monde. Ce n'en est fait pas un hasard si ce rendez-vous se tient ici, à Nantes, ville et métropole largement ouverte sur le monde. Cette ouverture sur le monde qui se retrouve dans notre devise même, Neptune favorise ceux qui voyagent. Cette ouverture qu'elle doit à sa place dans le monde, Nantes est une ville d'estuaire, un port maritime, une ville tournée vers le grand large. Cette ouverture sur le monde qu'elle doit aussi à son histoire, dans ses épisodes les plus sombres, comme dans ses moments les plus glorieux, depuis sa place centrale dans la traite atlantique jusqu'à son passé plus récent, industriel et commerçant. Cette ouverture sur le monde, soutenue aujourd'hui par une vitalité culturelle absolument exceptionnelle que j'ai grande fierté et grand plaisir à partager avec vous cet après-midi. Juste 2 exemples. L'an dernier, nous avions eu l'honneur d'accueillir Rintaro et Koreeda, 2 légendes du cinéma asiatique, dans le cadre respectif des Utopiales et du Festival des 3 continents. Et dans quelques jours, nous accueillerons le président mongol pour inaugurer une exposition sur Gengis Khan, absolument sans précédent en France. Et puis, vous me permettrez de rappeler avec beaucoup de bonheur que le week-end dernier, ce ne sont pas moins de 400 000 Nantais qui se sont réunis dans nos rues
pour assister au nouveau spectacle de Royal Deluxe. Un moment de magie, un moment de poésie, un moment d'émotion partagée pour cette grande compagnie internationale qui a noué au fil des ans un lien si particulier, presque intime, avec les Nantaises et les Nantais. Alors oui, à Nantes, clairement et définitivement, la culture est une fenêtre grande ouverte sur le monde et sur les autres, autant qu'un pilier de notre vie ensemble. Et justement, cette vie ensemble, cette ambition de faire société, de tisser, d'affermir chaque jour un peu plus les liens qui unissent les femmes et les hommes, est l'une de nos préoccupations majeures. Cela est vrai à l'échelle de la ville, bien sûr, mais cela doit l'être aussi, d'une certaine façon, à l'échelle du monde. Parce qu'au fond, nous n'avons pas d'autre choix. Je veux redire ici les mots de Saint-Exupéry que j'ai cités tout à l'heure. Nous sommes solidaires, emportés sur la même planète, équipage d'un même navire. J'espère que vous serez d'accord, chère Isabelle Autissier, si j'affirme que ces mots ne sont pas sans écho avec vos engagements. Navigatrice et femme de lettres, ingénieure et militante engagée, vous êtes à la fois ambassadrice de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et présidente d'honneur du WWF France. Mais votre présence parmi nous, et je voudrais à nouveau vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté d'être à Nantes cette année, votre présence parmi nous ne se résume pas à la reconnaissance de vos multiples qualités et engagements que j'ai égrenés trop brièvement. Elle dit surtout, combien la question écologique est désormais au cœur des grands enjeux de géopolitique contemporain et aussi de solidarité internationale. Ainsi, l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Et pourtant, du Sahel à la Corne de l'Afrique et jusqu'au sud du continent, les pays africains subissent de plein fouet les effets absolument dévastateurs de sécheresse et d'inondations de plus en plus sévères. Comment ne pas évoquer la question des personnes déplacées en raison du changement climatique ? Là encore, une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui tend à s'amplifier. Mesurons que demain, il y aura probablement plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques. Comment nos sociétés vont-elles s'adapter à cela ? En construisant des murs ? Je ne crois pas. Mais plus encore, en considérant le changement climatique comme un enjeu commun et la solidarité à organiser comme une nécessité. Alors, je n'évoquerai pas les débats franco-français sur ce sujet, actuel et à venir. J'ouvre une toute petite parenthèse. Je pose le constat qu'en France, en 40 ans, nous allons être à la 29e loi sur l'immigration et que nous attendons toujours le début d'une loi sur le grand âge. Faire de la politique, c'est faire des choix. Je referme cette parenthèse. Voilà des enjeux qui disent de la manière la plus tragique combien nous sommes emportés sur la même planète, équipage d'un même navire. Nous ne saurons donner un sens plus vertueux à la marche du monde sans promouvoir une véritable solidarité à l'échelle internationale. Dans le même temps, il faut aussi assumer la responsabilité de changer à son échelle. Et par changer, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs occasions ici dans notre belle ville, de bifurquer. Bifurquer, c'est-à-dire repenser notre manière d'habiter le monde, de consommer, de produire, de nous déplacer, notre rapport aux autres, notre rapport au vivant, à la nature dont nous sommes intimement dépendants. Cette transformation ici à Nantes, avec vous tous, avec les acteurs économiques, sociaux, culturels, nous les pensons déjà et depuis des années. Mais le tempo doit s'accélérer pour battre au même rythme que le changement climatique qui, lui, s'intensifie absolument. La marche du monde à l'heure du changement climatique, voilà, je crois, le défi collectif auquel nous devons faire face, qui appelle toutes les forces, toutes les énergies, toutes les intelligences. Je sais qu'elles seront nombreuses ici pendant ces 2 jours. Alors je voudrais vous remercier à nouveau, chère Isabelle Autissier, cher Pascal Boniface, chère Élie Comins, de nous proposer ces temps qui font le pari du débat, de la coopération, du partage d'idées, du dialogue, des divergences, des nuances, mais d'une société mature qui sait que c'est dans le débat et dans l'intelligence collective que nous trouverons des solutions. Merci à tous.
Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Moi aussi je vais bien quand je suis à Nantes, quand s'ouvrent les géopolitiques. C'est à la 11e édition et c'est un plaisir toujours renouvelé parce que l'on sait qu'on va réfléchir, qu'on va débattre, qu'on va essayer de comprendre, qu'on va progresser ensemble. Et qu'on va essayer un peu de voir que dans ce monde de plus en plus incertain, il est essentiel de pouvoir augmenter la compréhension, de pouvoir essayer de mieux saisir les enjeux. Il n'y a plus d'affaires étrangères. Il n'y a plus d'affaires étrangères parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Tout nous concerne. Il n'y a plus de frontière absolue entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe ailleurs. Et donc ces géopolitiques, et merci Madame la maire, merci chère Johanna pour tes propos, merci Élie une fois encore pour l'accueil de tes équipes. Eh bien en fait, dans la mesure où il n'y a plus d'étrangers, il faut que l'on réfléchisse de plus en plus sur ce qui se passe dans le monde pour mieux saisir quels sont les enjeux. C'est le pari initial des géopolitiques de Nantes qui s'est avéré de plus en plus vrai, c'est que la géopolitique, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est un enjeu citoyen. C'était notre intuition dès le départ, de dire que cela ne concerne pas que le 7e arrondissement de Paris, et en fait que dans un espace comme le lieu unique, dans une ville comme Nantes, c'est tout à fait adapté effectivement que les cerveaux s'ouvrent, que les esprits essayent de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la réflexion, et que l'on puisse avancer vers des solutions communes, parce qu'il n'y a que des solutions communes à un monde qui est global. Il n'y a pas de solution unilatérale, il n'y a que des solutions multilatérales, et à chaque fois qu'on essaye de faire l'inverse, eh bien, c'est forcément une impasse. Quand j'étais lycéen, il y a beaucoup de lycéens aujourd'hui, quand j'étais lycéen, mon espace, c'était l'horizon local ou national, pas du tout l'espace mondial. L'horizon de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'espace mondial, c'est l'espace global. Vous vivez dans un monde global, vous savez que les enjeux sont globaux, aussi bien ce qui concerne la conflictualité que ce qui concerne un enjeu majeur, la préservation de l'environnement, la préservation d'une planète vivable dans laquelle on puisse bouger sans la détruire, que l'on puisse consommer sans porter atteinte aux droits des générations futures, que l'on puisse effectivement vivre dans l'harmonie et non pas dans la haine. Et donc ces géopolitiques, c'est fait justement pour ça. C'est fait pour être dans une compréhension, dans un esprit à la fois de débat, d'ouverture. Les gens qui viennent ne sont pas tous d'accord, ils sont juste tous d'accord pour dire que l'on doit trouver des solutions communes. Et donc c'est dans nos débats contradictoires que l'on peut avancer et que l'on peut venir proposer des solutions. Et donc c'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé que d'être ici. C'est un lourd travail que de préparer ces journées, mais en fait, l'accueil qui nous est réservé par les intervenants, qui tout de suite, ah oui, si c'est pour Nantes, je viens tout de suite. Bien sûr, on bouscule les agendas et il y a une soif de venir qui est très franchement formidable. Je vais maintenant passer à la remise des prix, puisque comme chaque année, nous remettons 2 prix pour les livres de géopolitique. Alors, je dois excuser l'absence de Sylvie Berman, l'une des 2 récipiendaires du prix, qui a eu un accident domestique tombé d'une échelle tout simplement hier et qui souffre un peu le martyre et qui n'a pas pu venir. Mais son livre, Madame l'ambassadeur, de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, est juste un petit bijou et ça correspond tout à fait à notre esprit, c'est qu'on peut être un praticien qui a les mains dans le cambouis de la diplomatie et avoir une réflexion qui va au-delà, d'avoir une perspective globale de ces choses-là. Et donc ce livre qui est à la fois un livre de mémoire, mais en même temps une réflexion sur les affaires globales, est vraiment est une pure merveille et je vous incite très chaleureusement à le lire. Et puis l'autre récipiendaire, lui, heureusement, il est là, cher Maurice Gourde-Montagne. Je veux dire que ne serait-ce que le titre que tu as trouvé pour ton livre mériterait un prix à lui tout seul, parce qu'il en dit plus que tout le reste. Les autres ne pensent pas comme nous. Je veux dire, ça ne donne qu'envie de lire ce livre, parce que l'erreur qui est faite, c'est de penser que les autres pensent comme nous. Les guerres sont de penser qu'on sera accueillis comme des libérateurs, alors qu'on est envahisseurs. Les guerres, c'est de penser que dans des pays lointains, on a envie de ce que l'on est nous, alors qu'en fait, les anges sont restés eux-mêmes et qu'ils ont leur propre ADN géopolitique, leur propre culture. À partir du moment où on pense que les autres pensent comme nous, on va aux pires catastrophes. Et donc, je dirais que fort heureusement, le livre est à la hauteur du titre, ce qui n'était pas évident, parce que quand on a trouvé un titre comme ça, je suis très jaloux.
j'aurais aimé trouver ce titre avant tout à Maurice. Et en même temps, eh bien, on parcourt vraiment tout ce que tu as vécu. Comment résumer ta carrière? Elle est longue, de Londres à Pékin, en passant par Berlin, Sherpa de Jacques Chirac au moment clé de la vie internationale, secrétaire général du Quai d'Orsay. Et puis, ta modestie. À la fin de ta carrière, tu pars en Inde réapprendre une langue étrange, mais ça te paraît indispensable. Et c'est ce mélange, je veux dire, qu'on manque trop, d'une carrière au plus haut niveau et d'un comportement toujours modeste, qui pense effectivement que comme les autres ne pensent pas comme nous, il faut peut-être réfléchir à la façon dont ils pensent si l'on veut éviter des catastrophes géopolitiques. Donc, cher Maurice, merci pour ce livre, félicitations pour ce livre, et j'ai grand plaisir à te remettre le prix du Festival de géopolitique de Nantes. Merci beaucoup. D'abord, merci Madame la maire, merci à Élie Cummins de m'accueillir ici à Nantes. Merci de m'avoir décerné ce prix. Je pense que recevoir ce prix ici à Nantes, où précisément on est dans une ville de culture et où c'est un des points qui pour moi est essentiel dans la vie internationale, la culture est en fait le réceptacle dans lequel nous existons. Nous sommes qui nous sommes, les autres sont qui ils sont. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que, après plus de 40 ans de carrière, à une époque où, on va en parler tout à l'heure, mais vous le savez, le monde est en train de se recomposer complètement, j'ai pensé qu'il fallait prendre un peu de recul. Et une parole m'est venue d'un de mes premiers patrons, un ambassadeur qui était le fils d'un martyr du Mont Valérien, qui avait négocié les accords d'Évian avec l'équipe de Louis Jox à l'époque. Il m'a dit, vous savez, vous allez trouver toute votre carrière à des gens qui sont très différents. Et vous savez, quand vous verrez un Allemand, ne pensez pas qu'un Allemand est un Français qui parle allemand. Réflexion d'évidence, mais encore faut-il y penser, encore faut-il l'avoir constamment en tête. J'ai également rencontré au cours de ma longue pérégrination internationale beaucoup de gens passionnants, et en Angleterre notamment un professeur de Cambridge, Julian Jackson, qui a écrit un livre sur la chute de l'Europe dans les années 40, puis ensuite un très beau livre sur une certaine idée de la France, donc un livre consacré au général de Gaulle. Et Julian Jackson avait théorisé une idée qui est celle de la mémoire collective émotionnelle des peuples, qui s'exprime notamment dans leur culture. Et je lui avais dit, mais pourquoi écrivez-vous sur la résistance? Parce que est-ce que ça intéresse les Anglais, un narratif sur la résistance? Il m'avait dit, mais c'est essentiel. Il faut comprendre ce qu'il y a dans la tête des autres. Un Anglais ne sait pas ce qu'est être un pays occupé, ne sait pas ce qu'est avoir un mouvement de résistance, ne sait pas comment chasser l'occupant. Vous, sur le continent, vous avez vécu en permanence des invasions chez les uns et chez les autres. Vous savez ce que c'est. Il faut donc essayer de rentrer chez les autres. C'est donc la mémoire collective émotionnelle. Il ne s'agit pas de théoriser, mais il s'agit de regarder chacun pour ce qu'il est, chaque peuple pour ce qu'il est, sa géographie, son histoire, ses événements, ses gloires, ses drames. Et tout cela, bout à bout, permet de comprendre des comportements. Alors, les autres ne pensent pas comme nous, et c'est-à-dire qu'il faut penser comme les autres. Non, restons nous-mêmes. Soyons qui nous sommes, sachons qui nous sommes. C'est très important à une époque où beaucoup, notamment dans un monde illibéral, remettent en cause un certain nombre de valeurs sur lesquelles nous nous sommes construits. Eux en ont d'autres, mais où pouvons-nous essayer de nous rencontrer? Il ne s'agit pas de justifier les leurs, il s'agit, à nos yeux, d'être exemplaires pour ce que nous sommes. Nos valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, la dignité de l'homme, quels sont les points de convergence que nous pouvons trouver avec des gens qui sont différents et qui vont continuer? Et pour terminer, je dirais qu'il y a quelque chose, et Élie Cummins l'a dit très bien, il y a fait allusion. Je crois que cette période où nous avons cherché pendant des siècles à nous imposer a disparu. Et il y a une citation qui m'est très familière et que je vous livre, et sans doute la connaissez-vous, d'un historien et diplomate singapourien d'origine indienne qui s'appelle Kishore Mahbubani, lequel a dit « La parenthèse de domination occidentale sur le monde qui a duré 400 ans est en train de se refermer. » Elle n'est pas fermée, elle n'est pas refermée. Donc, cela veut dire que, oui, depuis la Renaissance, depuis le XVIe siècle, nous avons conquis le monde, nous les Occidentaux. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des puissances qui montent, le monde se transforme, nous n'allons plus imposer notre point de vue, nous n'allons plus être dans la position de celui qui veut convertir les autres à ce qu'ils pensent, y compris par la force.
comme le disait le président Chirac, y compris en envoyant des camions blindés. Non, il s'agit d'essayer de comprendre, trouver les convergences, être soi-même, trouver les lignes de compromis et créer des partenariats et des coopérations. Et dans ce domaine, la culture est, à mon avis, le premier vecteur pour essayer d'entrer dans la tête des autres. Merci beaucoup. Bravo. Merci, cher Maurice. Je pense que ces propos vous auront donné une nouvelle envie supplémentaire de lire ce livre absolument magnifique. Isabelle Autissier, merci d'avoir accepté notre invitation. On attend de longue date. Une année, vous n'avez pas pu venir. Vous étiez en navigation, ce qui se comprend. Johanna Roland vous a présenté vos deux qualités, c'est effectivement de lier les deux activités principales qui sont les vôtres, la préservation de l'environnement et la préservation des droits humains. Et effectivement, il y a un lien entre les deux et je crois que vous incarnez ces deux combats qui sont à la fois essentiels, complémentaires. Tout le monde, les gens qui sont là, sont hâte de vous entendre. Et donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation dans un agenda que l'on sait chargé. Et je vous donne immédiatement la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à Nantes. Le chant inaugural, ça fait super sérieux. Donc j'étais quand même un peu impressionnée quand Pascal Boniface m'a proposé cette intervention. Et la première chose que je lui ai dit au téléphone, c'est géopolitique, moi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Et très gentiment, il m'a dit parlez de ce que vous voulez. Alors évidemment, ça facilite un peu les choses. Donc je lui ai dit je vais parler de là où je suis. Madame la maire y a fait allusion. Je suis d'abord une scientifique, une agroalieute qui a travaillé une dizaine d'années aux côtés des professionnels de la pêche. Je suis, c'est plus connu, une navigatrice d'abord de course au large puis d'expédition, éventuellement une auteure, et effectivement quelqu'un d'engagé dans ces combats. Et vous l'avez très bien dit, dans cette relation que je trouve pour moi immédiate et essentielle de la question de l'environnement et de la question des droits humains. Et on voit bien dans la plupart des pays du monde combien ces deux combats se rapprochent et ont tout à faire l'un avec l'autre. Et effectivement, je vais vous parler de ce que je connais, je vais vous parler de la mer. Mais finalement, en y réfléchissant, la mer illustre à la fois très bien le rapport que nous, les humains, entretenons aujourd'hui avec notre planète. Elle illustre très bien cette imbrication entre les questions environnementales, la biodiversité, mais aussi l'économie et la politique. Elle illustre très bien les nombreux dangers qui nous menacent, mais aussi, soyons un peu positifs, les opportunités, les solutions fondées sur la nature. Et donc, effectivement, parler de la mer, c'est d'une certaine manière faire de la géopolitique. La première chose que je voudrais vous inciter à faire, c'est un soir, pas en ce moment parce qu'il y a la pleine lune, hein, vous l'avez remarqué, donc ce n'est pas le bon moment. Attendez qu'il n'y ait pas de lune, allez quelque part dans l'estuaire, un peu loin des lumières de la ville, et levez la tête. Et là, vous allez vous dire, comme je me le suis dit souvent sur mon bateau en faisant cet exercice, waouh! En fait, notre petit grain de sable dans l'univers est un grain de sable unique parce qu'il y a un océan. Et parce qu'il y a un océan, nous sommes là, puisque c'est grâce à l'océan, il y a quelques 4 milliards d'années, que la vie s'est constituée et que la vie nous a permis, à nous les humains, d'exister. Donc nous sommes sur une planète exceptionnelle grâce à cet océan. Et cet océan, aujourd'hui, il est tellement imbriqué dans nos vies qu'on ne s'en rend quasiment plus compte. Si je prends le point de vue physique, 97% de l'eau du monde, c'est l'eau de l'océan. L'océan va générer les courants, comme ici à Nantes, où nous bénéficions du Gulf Stream, va générer le régime des pluies, va tout avoir avec le niveau marin, avec le climat d'une manière générale. Si je le regarde d'un point de vue chimique, l'océan est ce qui fournit tous les ans 50% de l'oxygène de l'atmosphère grâce au plancton, au phytoplancton, au plancton végétal, qui a, comme les arbres, la capacité d'absorber le CO2 et de rejeter de l'oxygène. L'océan aujourd'hui est
pour quelque temps encore, absorbe quasiment 30% de nos gaz à effet de serre. Je dis pour quelque temps encore parce que malheureusement, cette capacité est en train de s'amoindrir. L'océan absorbe 90% de l'excès de chaleur dû à nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, l'augmentation de la température aurait été infiniment plus grande et plus immédiate. D'un point de vue biologique, l'océan, évidemment, nous fournit une alimentation indispensable. Pour 2 milliards d'êtres humains, c'est la source de protéines. Et c'est aussi dans l'océan que l'on trouve les écosystèmes globaux qui sont les plus fondamentaux de la planète. Alors, je n'oublie pas le point de vue économique, parce que souvent on dit, oui, vous les écolos, vous pensez qu'aux baleines et au plancton. Non. Si on regarde le point de vue un peu plus économique, 90% de ce que vous avez chez vous a pris le bateau. 60% de la population mondiale habite à moins de 100 km d'une côte, et ce chiffre ne va faire qu'augmenter puisque les côtes sont le lieu des échanges. Et en fonction d'une étude que le WWF International avait menée il y a quelques années, si on regarde le PIB produit par les activités océaniques, et si on classait l'océan parmi les puissances économiques du monde, eh bien l'océan arriverait à la 5e place, et l'océan serait la 5e puissance économique du monde. 70% de cette puissance économique repose sur la bonne santé écologique de cet océan. Donc oui, tout cela suffit largement, je pense, à montrer que l'océan est un sujet de géopolitique, c'est-à-dire avant tout un sujet des êtres humains. Alors il faut parler des problèmes, parce qu'il ne faut pas se cacher les questions. Nous traitons bien mal cet océan qui nous est indispensable. Nous le traitons au fond comme un objet, comme une source extractive, d'extraction biologique avec la pêche, d'extraction physique avec les extractions de pétrole et peut-être un jour les extractions de minerais et de minéraux. En tout cas, dans les grands fonds, il y a un gros sujet là-dessus. Nous le traitons comme un substrat, comme un lieu sur lequel on passe en bateau, sur lequel on navigue, sans se préoccuper des conséquences de ces navigations. Nous le traitons comme un lieu où on déverse facilement nos déchets dont on imagine qu'ils vont se dissoudre un jour dans les courants marins, que ce déversement soit intentionnel ou pas. Nous le traitons comme, en particulier pour les côtes, comme un lieu qu'il nous suffit d'aménager à notre guise, en créant des ports, des digues, en draguant, en asséchant des zones littorales, en modifiant les traits de côte, aujourd'hui en implantant des éoliennes, sans non plus jamais se poser la question, au fond, du point de vue de l'océan et de son fonctionnement, quelles en sont les conséquences. Et cette logique d'utilisation, elle est très majoritaire et elle est liée quasiment exclusivement, et c'est bien ça le problème, à un point de vue d'exploitation économique. Et les marqueurs de ce qu'on appelle le développement par rapport aux questions océaniques sont des marqueurs de rentabilité, essentiellement de rentabilité financière et la plupart du temps de rentabilité financière privée. C'est dire combien cette façon d'avoir un prisme complètement centré nous empêche d'avoir la vision holistique de l'océan en général, d'avoir une perspective d'avenir sur que devient l'océan quand nous avons l'ensemble de ces actions, et d'avoir ce qui est essentiel pour moi et qui rejoint la question du développement et des droits humains, d'avoir cette notion de bien commun. L'océan ne nous appartient pas. D'une certaine manière, nous appartenons à l'océan, et l'océan est notre bien commun au sens de ce qu'il nous faut protéger ensemble, et non pas de ce qui nous appartient ensemble. Et au fond, plus on se tourne vers l'océan aujourd'hui, et plus on est en train d'y reproduire les mésusages que nous avons eus de la Terre. Résultat, ça se passe mal. Résultat, l'océan aujourd'hui ne va pas bien, même s'il est grand, même s'il est profond, même si on a l'impression qu'il est infini, finalement, il est extrêmement fini sur cette petite planète. Et le fait que l'océan va mal, ça engendre et ça va engendrer de plus en plus de troubles humains, économiques,
géopolitiques. Je vais en prendre quelques-uns qui me paraissent les plus significatifs. Le premier, il y a déjà été fait allusion par Madame la maire, c'est la question du dérèglement climatique. L'océan se réchauffe, il a pris presque 1 degré en un peu plus d'un siècle, ce qui est colossal compte tenu des masses d'eau dont on parle. Ce réchauffement, il va produire des modifications considérables. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure en disant, pour l'instant, il absorbe encore nos gaz à effet de serre, mais de moins en moins, parce que plus l'océan est chaud, moins il peut absorber de CO2. Plus l'océan est chaud, plus il va y avoir d'énergie dans l'atmosphère au-dessus des océans, due à l'évaporation, et plus cette énergie va se traduire en phénomènes météorologiques puissants, donc accidents météorologiques, cyclones, pluies diluviennes. Plus on a des risques de modification du régime des courants profonds et des courants de surface, plus on a de dilatation de l'océan, puisque plus un liquide est chaud, plus il occupe de place, et évidemment, on voit bien le lien avec la montée du niveau marin. Plus les glaces fondent, les glaces de surface, qui sont aujourd'hui les garantes, comme par exemple en Antarctique. Vous avez l'Antarctique qui est un continent de glace, donc de glace terrestre, qui tombe dans la mer et qui se prolonge dans la mer par ces sortes de grandes banquettes glaciaires pendant des kilomètres et des kilomètres. Le fait que ces banquettes glaciaires soient grignotées par une eau de plus en plus chaude nous met à risque, enfin pas seulement nous met à risque, mais c'est ce qui est en train de se réaliser, du fait que les glaces terrestres vont couler de plus en plus vite sur l'océan. Et donc aujourd'hui, la fonte des glaces de l'Antarctique et du Groenland sont le sujet numéro 1 de la montée du niveau de marin, alors qu'auparavant, c'était uniquement la question de la dilatation des mers. Donc on voit bien comment tous ces phénomènes sont imbriqués. La dilatation et la fonte des glaces, la montée du niveau marin, c'est évidemment l'inondation d'un certain nombre d'endroits. Je me souviens qu'il y a 2 ou 3 ans, des jeunes lycéens de La Rochelle, ma bonne ville, faisaient un travail sur... ils devaient imaginer La Rochelle dans 100 ans. Et donc, ils interviewaient un certain nombre de gens. Et ils viennent me voir, ils me disent, alors, madame, comment vous voyez La Rochelle dans 100 ans? Et je leur dis, avec des passerelles au premier étage. Parce que de fait, je ne vois pas comment on va pouvoir faire autrement. Dans 100 ans, les rez-de-chaussée de la bonne ville de La Rochelle ne seront pas habitables. Même si on fait des murs et si on fait des digues, vous imaginez le pouvoir qu'a l'eau de mer de s'infiltrer dessous, hein, comme ça se fait à Venise, par exemple, malheureusement. On a beau essayer de mettre des barrières, l'eau, elle passe par en dessous et elle ressort. Et donc, on a des endroits entiers, des infrastructures entières, dont certaines sont essentielles, qui se retrouvent inondées. On a des territoires qui sont salinisés, on a des nappes d'eau qui sont salinisées. Donc, on a, ce à quoi vous faisiez allusion, des gens qui ne peuvent plus vivre et qui doivent partir, et donc des réfugiés climatiques, sans parler des questions d'assurance et des questions d'argent public qu'il faut mobiliser. Dernier point sur l'océan et le réchauffement climatique, c'est la migration des espèces vivantes. À terre, ça ne va pas très vite, hein. Un arbre, il lui faut un certain temps pour migrer vers le nord, parce qu'il faut que les graines soient emportées par le vent, qu'elles puissent germer ailleurs. En mer, ça va très vite. Le plancton peut migrer jusqu'à 50 km par an vers le nord pour retrouver des conditions de température qui lui conviennent. Et avec lui, il va entraîner des bouleversements extrêmement importants des écosystèmes, puisque c'est la question proie-prédateur, qui va se trouver en jeu, et que donc les espèces vont migrer elles aussi, et ça a déjà largement commencé. Maintenant, on pêche des poissons de lune au large ici de Nantes, ce qui, il y a 20 ans ou 30 ans, était absolument inconcevable. Donc, reconfiguration complète de ces milieux, avec le risque que ces milieux et que ces espèces s'adaptent plus ou moins bien, et donc survivent plus ou moins bien. Et puis, évidemment, les espèces qui ont besoin d'eau froide, comme moi, par exemple, qui se retrouvent un peu cantonnées dans un nord qui se réchauffe presque 3 fois plus vite que le reste de la planète, ces espèces-là sont à risque de disparition complète. Donc là, on a quand même vraiment un sujet où on voit bien comment l'océan agit sur la vie des hommes, l'économie et la politique.
Le deuxième sujet qui est en lien aussi avec la question du dérèglement climatique et de l'effet de serre, c'est l'acidification de l'océan. L'océan, en absorbant nos excès de gaz carbonique, s'acidifie. Et un milieu plus acide est un milieu qui dissout le calcaire. Je ne sais pas si vous avez tous fait l'expérience. Vous mettez une coquille d'huître ou de moule dans un verre de coca, qui est un truc bien acide, et vous allez voir au bout de quelques jours que votre coquille va être toute grignotée finalement par l'acidité de ce milieu. Et évidemment, c'est très important puisque le calcaire, c'est la coquille des mollusques, mais c'est aussi en grande partie la tête externe de beaucoup de plancton marins, et donc mettant le plancton marin également à risque. Dernier sujet en lien avec cette question de l'oxygène, du réchauffement climatique, c'est le fait que plus l'océan de surface est chaud, moins il y a d'échanges entre les masses d'eau. En fait, l'eau froide et l'eau chaude ne s'aiment pas tellement. L'eau froide a tendance à rester en dessous et l'eau chaude à rester au-dessus. Et plus l'eau est chaude, et plus elle reste au-dessus. Et donc, on a de moins en moins de mélanges qui sont extrêmement importants puisque ce mélange permet d'amener de l'oxygène dissous vers les milieux profonds. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit une stratification de plus en plus importante des milieux, et donc des milieux profonds qui commencent à manquer d'oxygène et qui commencent à devenir des zones mortes. Ça, c'est les sujets qui sont liés. Je suis désolée, pour l'instant, je fais un peu la litanie de ce qui ne va pas. On essaiera de passer à des choses plus sympathiques après. Mais il ne faut pas se cacher les choses. On a un deuxième gros sujet qui est identifié par l'IPBES, dans l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est la surexploitation des milieux. Et donc, en l'occurrence, la surexploitation des stocks de poissons, des stocks halieutiques d'une manière générale. Aujourd'hui, on a à peu près 30% des stocks qui sont surexploités au niveau de la planète. On en a 60% qui sont juste à la limite et toujours avec la possibilité de basculer. Donc l'ensemble des deux, ça fait quand même 90%, ce qui commence à faire beaucoup. Ce qui veut dire qu'on n'a que 10% de stocks qui sont gérés convenablement. Et la surexploitation des milieux, évidemment, et je suis bien placée pour en parler parce que je l'ai vu à l'œuvre quand j'étais jeune alieute et que je travaillais pour les organisations professionnelles de pêche. À un moment donné, quand il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Et quand il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus d'économie de la pêche. Moi, je l'ai vraiment vécu. Je suis arrivée à La Rochelle en 1980 pour travailler pour Ifremer. En 1980, il y avait entre 60 et 80 bateaux de pêche qui partaient dans le golfe de Gascogne et jusqu'en Irlande. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Et ça, c'est un drame. C'est un drame humain parce que ces pêcheurs ont dû littéralement brûler leurs bateaux. Ils étaient payés pour brûler leurs bateaux, pour les détruire parce qu'il n'y avait plus de ressources. Ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur fierté parce que c'est un métier de fierté. Et derrière, toute la côte a perdu une activité économique qui était centrée autour du poisson, de la transformation, de la commercialisation. Quelle tristesse et quel gâchis, franchement. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, d'imaginer que à la fois l'océan est inépuisable et que l'océan est juste une ressource. Pendant toutes ces années, on ne s'est pas posé la question, à part quelques scientifiques bien sûr, on ne s'est pas posé la question, je dirais, du point de vue du poisson. On s'est posé la question du point de vue des emprunts pour lesquels il faut rembourser, des emprunts qu'on a faits pour acheter un bateau. On s'est posé la question du point de vue des marailleurs, des poissonniers, des gens de la grande distribution qui commercialisent. Et jamais personne, même pas les politiques, ne se sont posé d'autres questions. Les choses, heureusement, en tout cas en Europe, ont commencé à changer. Dernier sujet qui fâche, c'est les questions de la pollution. Alors là, tout est bon. Plastique, pesticides, engrais, déchets chimiques, métaux lourds, eau usée, matériel radioactif, résidus médicamenteux, nanoparticules, vous avez peut-être encore de l'imagination, mais en gros, tout un jour finit dans l'océan. J'aime bien ce qu'ont fait un certain nombre de municipalités, parfois très loin de la côte, sur les bouches d'égout. Ils ont fait graver « Ici commence l'océan ». Je crois que c'est évidemment très vrai, puisque
toutes ces pollutions viennent, pour la quasi-totalité d'entre elles, de la Terre, mais parfois extrêmement loin de la Terre, portées par les vents, portées par les courants. Vous savez sans doute que faire tourner une seule machine à laver, c'est envoyer à peu près 2000 particules de microplastiques dans l'océan. Donc faites la lessive, mais n'en abusez pas. Et qu'aujourd'hui, si je prends la seule pollution plastique qui est l'objet en ce moment d'un débat extrêmement important et sain, et je l'espère, qui va être suivi par un certain nombre de mesures, aujourd'hui, on produit à peu près 450 millions de tonnes de plastique par an. C'est une courbe ascendante et rapidement ascendante. Et on en a à peu près 20 millions de tonnes qui, bon an mal an, vont finir dans les eaux, donc vont finir dans les océans. L'océan mondial est impacté. Vos enfants qui jouent sur la plage jouent avec du plastique. Quand vous respirez les embruns marins, vous respirez du plastique. Quand vous buvez la tasse, vous buvez du plastique. Quand vous allez dans les grandes profondeurs océaniques, à plus de 10 000 mètres de fond, vous allez trouver du plastique. Donc aujourd'hui, ce seul plastique a envahi l'ensemble de l'univers marin. Et il est d'autant plus dangereux qu'il est de plus en plus petit et qu'il se fractionne au fur et à mesure de son évolution dans l'océan. Bien sûr, au début, ce sont des sacs, des agrégats, des choses qu'on appelle des macro-déchets, mais au fur et à mesure que ça se rentre de l'océan, que les ultraviolets, que le frottement, que les vagues vont faire leur effet, ça va devenir des microplastiques qui sont beaucoup plus dangereux parce qu'un microplastique est absorbé par la chaîne alimentaire, va être absorbé par le plancton, va être absorbé par les poissons. Donc désolé, mais quand vous mangez du poisson, vous mangez aussi du plastique. Et c'est bien sûr un poison, tout le monde le sait, manger du plastique n'est pas bon, ni pour les êtres humains, ni pour l'ensemble de l'écosystème. On pourrait évoquer d'autres considérations encore, mais je ne veux pas trop vous plomber non plus. Et pour l'instant, je vais m'en arrêter là parce que je voudrais essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. La première des choses, c'est qu'il faut changer de point de vue. Il n'y a pas de révolution technique ou technologique qui ne se fasse pas parce qu'on ne pense pas à quoi ça va servir. Et la technique et la technologie toutes seules ne nous serviront à rien. Elles sont très utiles, mais à condition qu'on les utilise dans une vision. Et la vision que je voudrais partager avec vous, la première des choses, je vous l'ai dit, c'est que l'océan est notre bien commun et c'est un trésor. Et l'océan vivant est un trésor que nous devons de garder pour nous-mêmes, mais que nous devons de garder pour ce qu'il est. Parce que de quel droit imposons-nous aux différentes espèces, d'ailleurs qu'elles soient terrestres ou marines, de se plier à nos désirs et à nos activités. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est la vision à long terme. Qu'est-ce qui est durable? On parle beaucoup, hein, l'économie durable. Qu'est-ce qui est durable? C'est des choses que nos successeurs pourront continuer à faire parce que ça n'aura toujours aucune incidence. Voilà, c'est ça pour moi ce qui est durable. Alors réfléchissez bien à ce que nous faisons réellement de durable aujourd'hui. Oui, quelques petites choses, mais malheureusement pas tant que ça. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'océan, extrêmement peu de choses. Il nous faut avant tout tenir compte de la physique, de la chimie et de la biologie. Parce que ça, ce n'est pas négociable. Quand vous êtes un marin, vous l'avez tout de suite compris. On ne négocie pas avec le vent. On ne négocie pas sa direction et sa force. On ne négocie pas avec les vagues. On essaye de comprendre et on est obligé de s'adapter. Essayons de faire la même chose. Essayons de tenir compte de cette physique et de ces chimies dont j'ai parlé au début de mon exposé. Essayons de tenir compte de la biologie, des écosystèmes et essayons d'intégrer toute cette vision-là au cœur de nos décisions. WWF, on travaille, on s'adresse aussi beaucoup aux entreprises. Et notre message, il est celui-là. Il est, quand vous êtes un chef d'entreprise, de multinationale ou de PME, peu importe, comment est-ce que vous intégrez ces questions-là au cœur de votre décision? Non pas comme quelque chose qu'on va faire après pour faire un joli rapport sur la RSE, hein, la responsabilité sociale et environnementale, mais comment est-ce que, quand je prends une décision, je la prends en ayant étudié, compris
et comment est-ce que je mets ça au cœur, comment est-ce que je tiens compte des externalités, c'est-à-dire ce qui va venir autour, qui va être impliqué par ma décision, que ces externalités soient positives ou négatives. Et là, je peux vous dire qu'il y a du travail. Et que ça vient tout doucement. On voit des choses qui se font un peu à droite à gauche. Mais on est encore avec une décision qui va être économique. Et puis après, on va essayer de trouver des palliatifs, de trouver des moyens pour que ce soit un peu moins impactant ou pour que ça fasse un peu plus joli. Un point suivant, et qui me paraît essentiel, c'est de tenir compte des communautés humaines, et en particulier des communautés humaines littorales, pour qui souvent l'océan est leur moyen numéro un de vivre. Il est leur ressource alimentaire, il est leur fierté, il est parfois leur croyance et leur nirvana. Et donc, ne pas imposer à ces communautés humaines des choses qu'on a décidées ailleurs, mais bien qu'ils soient là aussi, eux, au cœur des décisions qui seront prises. Et puis, se souvenir, et je l'ai évoqué tout à l'heure avec ma petite histoire sur Ici commence la mer, sur les bouches d'évacuation des eaux, que nous sommes dans un continuum terre-mer, et que, au fond, bien sûr, il y a un trait de côte, mais ce qui se passe largement en amont du trait de côte et ce qui se passe largement en aval ont tout à faire et sont des univers qui sont croisés et qui sont dans une continuité. Quand on part donc de ces considérations, il y a quelques pistes sur lesquelles, évidemment, on peut s'arrêter et sur lesquelles, là, on peut dire qu'il commence à y avoir un peu d'intérêt, un peu d'action. La première chose, c'est donner des endroits pour que l'océan puisse respirer, entre guillemets, reprendre son souffle, recréer de la biodiversité. C'est globalement tout ce qu'on appelle les aires marines protégées, qui est un concept qui fait florès aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a aires marines protégées et aires marines protégées. Il y a le top du top, qui va vraiment être la réserve, où aucune activité économique ne sera tolérée, où on pourra éventuellement y aller, mais avec des précautions extrêmement importantes. Et puis, il y a des aires marines protégées que nous, on a un peu tendance à appeler des aires marines de papier. En gros, on a délimité un espace et puis on a pompeusement baptisé ça parc marin ou que sais-je. Et quand on est dans ce fameux parc marin ou à côté, on ne voit pas très bien la différence entre les deux. Donc, on a finalement des protections extrêmement faibles. Donc, ce n'est pas forcément la panacée, mais quand même, c'est un progrès vers une idée qu'effectivement, à certains endroits, qui sont par exemple particulièrement pour la biodiversité, et ça peut être partout sur la planète, ça peut être des grands fonds, ça peut être des mangroves, ça peut être ici des côtes d'estuaire ou peu importe. On a des endroits où on a par exemple une biodiversité exceptionnelle qu'il nous faut protéger, ou des endroits qui sont au cœur d'une dissémination par exemple de certains éléments de la biodiversité. Quand on le fait bien, au WWF on a beaucoup étudié ces questions-là. Quand on a une vraie aire marine protégée, c'est incroyable parce que ça marche vite. De ce point de vue-là, sans faire de anthropomorphisme, je dirais que la nature est bonne fille. Quand vous lui fichez la paix, surtout quand vous lui libérez des espaces, eh bien, on voit extrêmement rapidement la nature, la biodiversité reprendre ses droits. On voit extrêmement vite à la fois la variété des espèces, la taille des espèces, la densité, donc la biomasse, qui reprennent leurs droits, mais au bout de quelques années. Donc ça va très vite. Autant sur la question du climat, on parle en centaines d'années, autant sur la question de la biodiversité, et c'est une extrêmement bonne nouvelle. Quand on fait ce qu'il faut, ça va vite. Et les populations locales sont les premières à en bénéficier, puisque, en dehors de la réserve, par exemple, on va très vite voir revenir des poissons qui vont pouvoir être éventuellement pêchés dans de bonnes conditions, bien sûr. Donc on voit bien que ça, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des solutions, qu'à partir de là, on peut monter des économies locales et il faut espérer qu'on aille jusqu'au bout de ce qui a été décidé un peu pompeusement, c'est 30% d'aires marines protégées dans la planète d'ici 2030. Alors, on a raté le 20% en 2020.
il faut espérer que le 30% en 2030, ça va marcher, mais surtout, il faut espérer que ce soit des vrais aires protégées. Sur la pêche, il y a 2 ou 3 grands dossiers. Lutter contre la pêche pirate, qui fait des ravages. D'après les estimations, environ un quart de la pêche aujourd'hui est une pêche qui n'est pas autorisée, est une pêche pirate faite par des armements qui récoltent les fruits donc de ce braconnage, souvent au détriment des populations locales. C'est courant en Afrique, malheureusement, où les pêcheurs locaux voient leurs ressources complètement amoindries parce que au large, ils voient passer des navires de toute nationalité qui viennent piller leurs ressources. Donc ça, c'est un vrai dossier qui commence à avancer puisque Interpol a créé une section spécialisée sur la pêche depuis quelques années et qu'on a vu quand même arriver des enquêtes et même des condamnations, mais pour l'instant, pas encore à la hauteur du sujet. Sur la pêche, je crois qu'il faut en finir avec l'idée qu'on a un libre accès à la mer. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le libre accès à la mer, c'est le libre accès de faire n'importe quoi. La bonne marche des choses, c'est que les scientifiques nous donnent les bases, par espèce, par zone, par écosystème, et que pour chaque pêcherie, on arrive à déterminer des droits d'accès qui maintiennent les pêcheries en équilibre. Et à partir de là, les gens qui veulent avoir ces droits d'accès, eh bien, sont tenus à des devoirs s'ils veulent en bénéficier. Il n'y a que à ces conditions-là qu'on pourra maintenir des écosystèmes. C'est une sorte d'engagement réciproque, si je puis dire, pour qu'on n'impacte pas les milieux, pour qu'on sache, on tienne compte des relations proies-prédateurs, pour qu'on tienne compte de la vie dans les fonds, pour qu'on ne se limite pas simplement à des quotas d'espèces, mais qu'on s'intéresse par exemple au type d'engin, aux captures accessoires, à toutes ces choses-là. Quand on travaille comme ça, moi j'ai un exemple de quelque chose qu'on a bien réussi en travaillant en WWF en Guyane avec les pêcheurs de crevettes. Alors les pêcheurs de crevettes, ils avaient des filets avec des toutes petites mailles pour pêcher les crevettes, et alors là c'est très dévastateur. Parce que dans des filets à toute petite maille, vous ramassez tout ce que vous voulez, y compris des tortues marines, y compris des espèces protégées. Et donc, on a travaillé avec eux pour imaginer le filet à crevettes avec la sortie de secours. En gros, une sorte de grille à l'entrée du filet qui va permettre de trier les grandes espèces qui vont glisser sur la grille et être rejetées tranquillement dans le milieu naturel, et puis les crevettes qu'on veut pêcher. Tout le monde est gagnant dans cette affaire. La biodiversité, bien sûr, mais aussi les pêcheurs, parce que se retrouver avec un requin dans un filet, c'est pas toujours sympathique, parce que avoir ses crevettes écrasées par des grosses espèces, c'est pas toujours bien, et parce que tirer un chalut qui est lourd et être obligé pour ça d'avoir des moteurs plus puissants et de gaspiller de l'énergie, c'est pas bien non plus. Donc on peut arriver tout à fait à être gagnant-gagnant en se plaçant quelque part du point de vue des espèces. Il y a un autre sujet, parce qu'on pourrait multiplier, on pourrait parler du tourisme, du pétonnage des côtes, de beaucoup de choses, mais il y a un autre sujet, on l'a évoqué quand on était en train de déjeuner tout à l'heure, c'est la place très particulière qu'a la France dans le débat mondial sur l'océan. La France est bizarrement un pays qui, historiquement, a une grande relation avec la mer. On a eu des flottes, on a exploré le monde, il y a eu des combats navals, il y a eu Tabarly, il y a eu... voilà. On est un pays dont la zone économique exclusive, c'est-à-dire les 200 000 des côtes, nous place au 2e rang des pays maritimes, juste derrière les États-Unis. Donc la France a la responsabilité du 2e espace maritime au monde. Nous avons des atouts considérables en termes maritimes, que ce soit Ifremer pour la recherche, qui est quand même reconnu unanimement dans le monde entier, que ce soit des champions du transport maritime, il faut en parler, que ce soit une diplomatie quand même importante. Donc nous avons beaucoup d'atouts et finalement la mer... Dans la politique intérieure de la France
est un peu éparpillé entre tout le monde. Hein. La pêche, c'est avec l'agriculture, la marine, c'est avec le transport ou avec l'armée. Donc on n'a aucune vision justement holistique dont je parlais tout à l'heure. On a rarement eu des ministres de la mer. Aujourd'hui, on a un secrétaire d'État. Donc on n'arrive pas vraiment à engager ces sujets à la hauteur de ce qui devrait être en pensant large et en pensant à long terme. Et puis, on n'est pas assez présent sur la scène internationale. Là, ça rejoint aussi des sujets de géopolitique. Et il est extrêmement important que la France, au sein de l'Union européenne et au sein du débat mondial, prenne des vraies positions qui soient des positions fortes, qui soient des positions engageantes. Parce que quand la France parle de la mer, elle parle de toutes les mers du monde, puisque la France est présente sur toutes les mers du monde, et elle parle avec des scientifiques, avec une marine, avec une industrie, avec un certain nombre de gens. Donc si nous arrivons à parler déjà entre nous d'une seule voix et de porter cette voix à l'international sur les sujets tels que je les ai définis en parlant du bien commun et en parlant de la vision à long terme, je crois que nous avons un pouvoir extrêmement considérable et que c'est dommage qu'aujourd'hui nous n'en jouions pas assez et nous ne le faisions pas assez savoir. Je voudrais faire une ou deux conclusions. La première, et j'arrête pas de le répéter, nous sommes tributaires de la physique, de la chimie et de la biologie, que cela nous plaise ou non. Donc ces sujets-là, bien sûr, nous avons besoin de toute la science possible, nous avons besoin de partager cette science, nous avons besoin d'être en interaction avec les choix qui sont faits sur telle ou telle orientation de la science. Et nous avons besoin d'écouter la science en ces périodes de fake news. C'est plus important que jamais. Nous sommes tributaires de la vie sur cette planète, de la vie de l'océan. Si l'océan n'est plus vivant, s'il y a, pour X ou Y raison, moins de plancton marin, moins d'espèces, moins de requins, moins de baleines, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est impacté. Et c'est donc nous, les sociétés humaines, qui sommes impactés. Et je voudrais, par rapport à ça, revenir à une idée qui est souvent, voilà, qui est de bon ton, de dire que le développement durable, vous savez, il y a l'espèce d'intersection entre des ensembles, dont un ensemble serait l'environnement, un ensemble serait l'économie et un ensemble serait le social. Et on vous explique que le développement durable, c'est l'intersection des trois. C'est une vision incroyablement anthropomorphique que de voir ça comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La base, c'est la nature qui est autour de nous, c'est la planète. C'est les phénomènes physiques, c'est les phénomènes civiques, c'est la vie des écosystèmes. C'est ça la base. À partir de là, sur cette base, on peut construire des sociétés humaines, on peut construire des économies et on peut construire des règles politiques pour vivre ensemble. Donc, le vrai développement soutenable, c'est toujours de savoir comment est-ce que ces étages supérieurs se développent éventuellement sans impacter, sans surcharger, sans démolir ce qui est leur base. Et pour moi, vraiment, la question du développement, du développement qui tienne compte des écosystèmes, c'est ça. Alors, une bonne nouvelle pour finir. Une bonne nouvelle, c'est que tous ces désordres auxquels j'ai fait allusion, comme d'ailleurs toutes ces solutions, elles sont dues essentiellement aux sociétés humaines, quasiment exclusivement aux sociétés humaines. Il ne s'agit pas de nous rejeter la faute dessus, il s'agit de penser que c'est une très bonne nouvelle. Ce serait, comme dans certains films, un astéroïde qui passerait trop près de la Terre. Ce serait une entité mystique quelconque qui serait en colère pour telle ou telle raison. On ne pourrait pas faire grand-chose. Mais quand il s'agit de nous, finalement, c'est à nous de faire. C'est à nous de décider. C'est à nous de voir quelles sont les règles communes que nous nous fixons. Et on sait très bien qu'elles ont considérablement évolué dans l'histoire de l'humanité. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de solution.
et qu'on ne me dise pas que nous sommes condamnés éternellement à fonctionner de la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui. Les sociétés humaines ont considérablement évolué et donc elles peuvent continuer à évoluer. Donc tout ça est une affaire résolument humaine et pour arriver à la mener, et je pense qu'on en revient au débat de ces journées de géopolitique, pour arriver à mener ces révolutions, puisqu'on est vraiment là à l'aube de révolutions de pensée et de vie, eh bien, il nous faut en débattre. On ne fera pas le bonheur des gens contre eux, mais on ne fera rien sans une adhésion collective à une étoile que nous allons poursuivre en commun. Et cette étoile, il nous faut la faire briller dans ce ciel que j'évoquais au tout début de mon exposé. Il faut qu'on soit tous persuadés que c'est vraiment cette étoile-là qui nous inspire et que c'est là que nous voulons aller. À partir de là, nous pourrons vraiment commencer à révolutionner un certain nombre d'autres choses. Ça paraît impossible. Rien, évidemment, n'est impossible. C'est long, c'est compliqué, c'est passionnant. Si nous voulons offrir un avenir aux jeunes générations dont nous mesurons l'angoisse et le désarroi aujourd'hui, je pense que c'est d'être solidaire avec eux sur ce combat d'un autre monde qui doit être possible. Je vous remercie.